C'est Louis Gilbert et aujourd'hui on va parler des fondements d'une théorie, la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, nous allons voir les fondements d'une théorie, la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs a été une théorie mise en place par Montesquieu au XVIIIe siècle. Montesquieu au XVIIIe siècle qui a accompagné la philosophie libérale des Lumières. C'est une façon de penser, une philosophie de pouvoir qui met en place, en conceptualisant, en théorisant, la séparation des pouvoirs. Il faut savoir également que Montesquieu au XVIIIe siècle est un aristocrate. Montesquieu, pour théoriser la séparation des pouvoirs, va en Angleterre pour observer le système constitutionnel. Ce système constitutionnel est lié à la Constitution. Lors de ces observations, Montesquieu, lorsqu'il écrira de l'esprit des lois en 1647, va reprendre des observations de Locke, puisque, en effet, celui qui identifie les pouvoirs, qui compose le pouvoir politique, c'est Locke. Et les trois pouvoirs au centre de tous États, c'est le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Néanmoins, ça n'empêchera pas de Montesquieu d'écrire et d'expliquer dans son livre De l'esprit des lois le rôle de ces pouvoirs. Par exemple, pour le pouvoir législatif, il le définira comme faire la loi, l'abroger et le modifier. Encore pour le pouvoir judiciaire, appliquer la loi à des cas particuliers. Enfin, pour le pouvoir exécutif, mise en œuvre des lois adoptées, conduire des enquêtes et protéger le territoire. Ce qu'il faut également expliquer, c'est que dans son livre De l'esprit des lois, il n'a pas écrit mot pour mot la séparation des pouvoirs. Il a eu une intention d'observer le système constitutionnel anglais. Il en a fait un constat en expliquant les rapports qu'il y avait entre ces différents pouvoirs. Et par effet domino, on a commencé à appareiller le livre De l'esprit des lois à la séparation des pouvoirs. Néanmoins, je le répète, Montesquieu n'a pas écrit dans son livre qu'il y avait une séparation des pouvoirs. Ce livre De l'esprit des lois a convergé à une théorie de la séparation des pouvoirs. Donc, son intention d'observer le système constitutionnel anglais a entraîné la théorie qu'on appelle la théorie de la séparation des pouvoirs, mais il ne l'a pas écrit. Quand on a dit ces choses, il faut maintenant constater pourquoi on parle de séparation des pouvoirs dans le système constitutionnel anglais. Donc, on va reprendre ici les trois pouvoirs, pouvoir législatif, pouvoir exécutif et judiciaire. Et qui les contrôle, quelles institutions ont une compétence dessus. En ce qui concerne le pouvoir législatif, celui qui a une compétence donc sur faire la loi, l'abroger et la modifier, ces deux chambres, ce sont la Chambre des communes, qui est le représentant du peuple, et la Chambre des lords, qui est le représentant de l'aristocratie. Ces deux chambres ont la compétence législative. Maintenant, le pouvoir exécutif est exercé par le roi. Néanmoins, quand il veut adopter des projets de loi, parce que oui, on le rappelle, le pouvoir exécutif, en théorie, n'a pas une compétence directe sur les lois. Le pouvoir exécutif a une mise en œuvre des lois, conduire des enquêtes et protéger le territoire, alors que le pouvoir législatif, c'est faire la loi, l'abroger et la modifier. On comprend très vite que lorsque le roi, via son pouvoir exécutif, veut adopter un projet de loi, il doit obligatoirement consulter les deux chambres. C'est pour ces raisons que l'on parle de séparation de pouvoirs principalement, puisque le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif viennent finalement se compléter lorsqu'il y a l'adoption de projets de loi. D'ailleurs, il faut savoir que dans son livre De l'esprit des lois, Montesquieu était plutôt favorable à cette obligation de consultation du roi, puisque, je le rappelle, comme je vous l'ai dit, Montesquieu est aristocrate. Et lorsque on constate que la Chambre des lords est la représentation de l'aristocratie, cela veut dire indirectement que l'aristocratie, comme le peuple, n'est-ce pas, mais l'aristocratie avait un moyen de bloquer le roi dans l'adoption de son projet de loi. C'est une des raisons pour laquelle, a priori, Montesquieu a écrit De l'esprit des lois. Enfin, pour parler de la séparation des pouvoirs, il faut parler du pouvoir judiciaire, qui est exercé par les juges, et les juges ont pour but d'appliquer la loi. Le pouvoir judiciaire, on le rappelle, c'est appliquer la loi à des cas particuliers. Dans cette situation, la possibilité qu'une deux chambres a bloqué les projets de loi du roi
donne ainsi une indépendance au pouvoir judiciaire, dans le sens où si le roi ne peut pas créer et exécuter la loi qu'il va mettre en place, dans ces cas-là, le pouvoir judiciaire se retrouve indépendant et ne pas contraint par les lois dictées par le roi. Dans cette circonstance, on peut parler d'une indépendance de la justice. Après avoir fait le tour sur la séparation des pouvoirs en Angleterre, il faut voir au niveau français. Je le rappelle, au niveau français, en 1748, on était toujours en monarchie de droit divin, jusqu'en 1789. D'ailleurs, il faut dire que le roi pouvait s'accaparer tous les pouvoirs, puisque la monarchie de droit divin voulait dire que le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire résidaient dans les mains du roi. Donc, il pouvait adopter un projet de loi seul, alors que déjà en 1748, ça n'était plus possible. De plus, lorsque le roi s'accaparait tous les pouvoirs, ça n'offrait pas de liberté aux individus, car la personne qui crée la loi n'est pas celle qui l'exécute. En effet, pour le dire autrement, comme je vous l'ai expliqué, la personne, donc l'individu, donc le roi qui crée les lois, pouvait les exécuter. Donc ça finissait en tyrannie. Une personne qui a la possibilité de créer des lois mais de les exécuter, dans ces cas-là, il peut créer des lois qui sont à son avantage et le pouvoir public exécutera ces lois pour lui. Dans ces circonstances, la liberté des individus était maigre par rapport à la sienne, puisqu'ils pouvaient se favoriser au nom des lois. Néanmoins, la fin de la monarchie de droit divin arrive qu'en 1789 avec l'arrivée de l'Assemblée nationale. Mais je vous laisse revoir ça avec mes anciennes leçons. En ce qui concerne la séparation des pouvoirs, au niveau français, pour être plus clair, j'ai fait une frise chronologique, qui n'est pas exhaustive, mais qui reprend quelques points clés de notre histoire. La première est en 1791 avec la fuite de Varennes. C'est lorsque Louis XVI a quitté Paris pour se réfugier dans un pays étranger. Dans ce moment-là, l'Assemblée nationale était quand même contrainte par le roi, puisque le roi bénéficiait d'un droit de veto. Ce qui voulait dire que si l'Assemblée nationale voulait adopter une loi, si le roi n'était pas d'accord avec l'adoption de cette loi, il pouvait utiliser son droit de veto pour bloquer. Ainsi dit, on passe en 1795 avec le Directoire, où là on peut constater une séparation stricte des pouvoirs. En 1799, avec le Consulat, il y avait une séparation des pouvoirs a priori, mais ce n'était pas vraiment applicable. Enfin, en 1770, lors de la Troisième République, on constate déjà une amélioration et une séparation des pouvoirs plus souple. Enfin, à la publication du livre de l'Esprit des lois par Montesquieu, la séparation des pouvoirs a reçu quelques critiques. La première critique a été adressée par Raymond Carré de Malesherbes, qui explique qu'il y a une perception hiérarchique des pouvoirs. En effet, pour lui, le pouvoir législatif est en haut, ensuite il y a le pouvoir exécutif, et ensuite il y a le pouvoir judiciaire. Dans ces cas-là, on ne peut pas parler d'une séparation de pouvoirs, mais plutôt d'une hiérarchie des pouvoirs. Une seconde remarque a été adressée par Charles Hesseman, qui explique qu'il y a besoin d'une séparation stricte des pouvoirs, sauf pour le pouvoir judiciaire. Ce qui veut dire qu'ici, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ne doivent pas être rassemblés entre eux maintenant. Une personne qui a la possibilité de créer des lois et en même temps de les exécuter est dangereux. Enfin, une troisième critique est adressée par Louis Althusser, qui explique que la théorie de la séparation des pouvoirs avait un but de favoriser l'aristocratie et permettait de défendre ses intérêts. En effet, comme je vous le disais, Montesquieu est un aristocrate. La Chambre des Lords permettait de représenter les aristocrates, et cette aristocratie, donc par la Chambre des Lords, avait un droit, avait une compétence, une obligation contre le roi de consulter ses projets de loi. Dans ces cas-là, si le roi voulait adopter un projet de loi, il devait passer obligatoirement devant la Chambre des Lords, mais si les aristocrates qui constituaient la Chambre des Lords n'appréciaient pas le texte, n'étaient pas en leur faveur, dans ces cas-là, ils pouvaient le refuser. Et c'est là que comprend Louis Althusser en disant que le but de cette théorie de la séparation du pouvoir était finalement de favoriser l'aristocratie et permettait de défendre ses intérêts.
Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Je viens de refaire la vidéo de fin, on appelle ça aussi l'ending. Et du coup, je viens de faire l'opening juste avant. Bref, pour les gamers qui comprennent ce que c'est. Pour les autres, bah, allez chercher sur internet. Pour faire simple, l'opening c'est le début de la vidéo. Quand ça il fait, hey, c'est Louis Gilbert et tout, nana. Et l'ending c'est la fin. Bref. Ouais, bon, j'espère que vous allez bien, tout le monde. Du coup, j'ai dû refaire la vidéo parce que en fait, j'avais tourné mon téléphone dans le mauvais sens. Du coup, ça faisait un mauvais format. Bref, passons, on s'en fiche un peu de ça. Dans tous les cas, je sais pas quoi vous dire. J'espère que vous prenez du plaisir. Enfin, prenez du plaisir. J'espère que vous apprenez de mes vidéos, que c'est plutôt clair. Et je sais pas trop quoi comme connerie je peux vous raconter. D'habitude, je vous en fais une, mais là, j'avoue, j'ai pas trop d'inspi. Il est 6h du matin. Bon, les vacances, j'étais complètement déréglé. Je suis plutôt content, j'ai réussi mes partiels, il me semble. On verra les résultats. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui est, d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui connaît des masters et tout, des profs, tu vois, pour rentrer dans des petits tuyaux, en vrai, je suis chaud. Je suis chaud. Moi, je m'intéresserais plutôt vers du droit public, droit international public et droit européen. Donc, si quelqu'un connaît du monde sur ce côté-là, je suis, pourquoi pas. Bref, dans tous les cas, ouais, j'espère que vous êtes bien, que pour vous aussi, c'est même si c'est les partiels et que en fait, y a pas grand chose d'autre, hein. Dernière chose, une petite précision donc j'y suis. Alors, je sais pas du tout si je vais ressortir une vidéo d'ici avant les grandes vacances. En tout cas, vous aurez celle-ci pour sûr, aujourd'hui, il me semble. Et puis ouais, tenez-moi au courant sur vos besoins et vos envies. Salut! Ah non, c'est vive le droit!